En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bienvenue à Sagesse et Mojito. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un homme d'État. Nous recevons parmi nous Lojze Peterle, qui est connecté depuis la Slovénie. Bonjour Lojze, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, je vous remercie. Alors, aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir discuter, Lojze. Je pense que vous avez vraiment beaucoup à partager en tant qu'ancien homme d'État, aujourd'hui à la retraite, premier ministre de la République de Slovénie, qui a accompagné l'indépendance de la Slovénie, la chute du communisme, qui a ensuite été député au Parlement slovène et ensuite député pendant plusieurs législatures au Parlement européen. Et puis voilà, retraité depuis les dernières élections en 2018. Alors la première question, comment allez-vous? Comment vont les choses pour vous en Slovénie en ce moment? Nous vivons une situation politique assez polarisée en Slovénie. On a eu un gouvernement qui a démissionné et un nouveau gouvernement a été confirmé. Mais ensuite, l'ancien gouvernement a voulu revenir au pouvoir, donc c'est assez inhabituel. Bon, en fait, c'est assez habituel en politique, mais moi, je n'aime pas la polarisation. Ce qui m'intéresse plus, c'est les dénominateurs communs, et en particulier, le coronavirus est un tel défi qu'il nous faut tomber d'accord sur ce qui est prioritaire. C'est quoi les enjeux de première priorité ? Mais d'après ce que je vois, la Slovénie n'est pas le seul pays avec de telles polarisations politiques en ce moment. J'ai l'impression que les développements politiques à l'échelle de la planète sont très inquiétants. En tout cas, c'est ce que je dirais. Je n'ai jamais je n'ai vu une polarisation aussi radicale, que ce soit en Europe ou dans le monde, et c'est le cas aujourd'hui. On dit que la COVID est une épreuve qui révèle des failles déjà existantes dans nos sociétés. Et donc, qu'est-ce que la COVID révèle, non seulement à propos de nos sociétés, mais à propos de nous? Au miroir de ce virus, nous arrivons à voir toutes nos faiblesses. C'est ce que je dirais. Mais de l'autre côté, on peut aussi utiliser cette opportunité, saisir l'occasion pour développer nos forces, notre puissance, notre capacité, notre sens de l'essentiel. Pour ma part, moi-même, je ne dirais pas que je suis heureux ou que je me complais dans cette situation, mais j'essaye d'y discerner des éléments positifs. J'ai été capable d'utiliser le temps pour réfléchir à beaucoup de choses, réfléchir à ma vie, réfléchir à ce que je devrais commencer à faire dans une situation pareille. Il y a évidemment des éléments qui sont très inquiétants, c'est ce que je dirais. Vous savez, au Parlement européen, on m'appelait Monsieur Cancer, parce que j'étais le président du groupe de lutte contre le cancer au Parlement européen. Et je commençais souvent mes discours avec les mêmes mots, que la santé est l'indicateur de tout ce que nous faisons mal dans nos vies. Et c'est très synthétique, bien sûr. Bien sûr, le cancer est une conséquence de nos mauvais modes de vie. Donc du coup, j'espère que cette situation sanitaire permettra de mettre à jour la santé comme enjeu essentiel, pas quelque chose qui s'ajoute aux enjeux de l'économie, du tourisme, de la culture. C'est un enjeu de survie et je remarque qu'il y a de plus en plus de prise de conscience à ce niveau-là. Et je pense que ça va nous permettre de reconsidérer des concepts essentiels en politique comme le concept de pouvoir, parce que beaucoup de politiciens s'intéressent surtout au concept de domination. Ils aiment dominer les autres, contrôler les autres. Qu'est-ce qui a motivé votre entrée en politique?
c'est vrai que pour beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, quand on voit les leaders politiques, ça peut arriver régulièrement de se poser la question, mais par quoi est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce que c'est vraiment le pouvoir qui les intéresse ou la gloire de leur parti politique ou la gloire de leur propre personne ou l'argent ou bien les causes pour lesquelles ils se battent, pour lesquelles ils formulent des discours? Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en politique? En termes politiques, il y a 30 ans, moi, je n'étais personne. Je suis né en Slovénie, qui était l'une des républiques dans l'ex-Yougoslavie communiste, et on avait tous été éduqués, élevés dans un esprit, je dirais, chrétien quelque part. Et tout le monde, y compris les non-croyants, on avait tous cette idée qu'il nous fallait dans la vie passer de A à B, puis de B à C, de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et quelque part, c'est l'idée fondamentale de la mission ou du développement, alors, sans doute différente de la façon dont on comprend le développement aujourd'hui. Et évidemment, en tant qu'étudiants, nous voyons bien la différence entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Et on essayait de changer les choses. Je me souviens, l'une des premières actions avec le groupe dans lequel je militais, c'était de faire reconnaître la religion non pas comme une question privée, mais comme une question personnelle. Parce que si votre foi est un enjeu personnel, eh bien, vous vivez en tant que personne au travers de toute la semaine. Vous n'êtes pas limité à un seul jour, le dimanche, 1 heure à l'église. Mais les communistes, eux, ça les intéressait pas trop, ils n'aimaient pas cette idée. Pour ma part, j'ai jamais rêvé de devenir Premier ministre, ou jamais pensé que je devrais l'être, mais le parti que j'ai co-fondé, les chrétiens démocrates slovènes, a gagné l'élection au sein de la coalition des partis d'opposition, et c'est comme ça que j'ai atterri à ce poste. Vous saviez, je l'avais même proposé à quelqu'un d'autre, à un ami, parce que je pensais qu'il comprenait mieux la démocratie que moi. Donc, ouais, je peux dire que le pouvoir, comment dire, je ne dépends pas du pouvoir. La plupart des postes que j'ai eus, c'était d'autres personnes qui me l'avaient proposé et ce n'était pas des conséquences de mes propres poursuites, mes propres efforts. Et à l'époque où on a essayé d'instaurer la démocratie et un État indépendant en Slovénie, à cette époque-là, la foi a eu un rôle très très fort dans le pays. Parce que les chrétiens en Slovénie n'avaient aucun problème à comprendre les valeurs européennes, les valeurs, les principes européens. C'était une sorte de carte d'identité très positive dans le reste de l'Europe. Le pays était très enthousiaste. En tout cas, pour les gens de foi, on se disait, ben voilà, c'est l'heure. On va faire le nécessaire pour atteindre notre but historique. Parce que pour les autres pays, à l'exception de la Croatie, qui avait déclaré l'indépendance le même jour que nous, on était un peu en retard à déclarer notre indépendance. On a eu du mal à ce que notre situation d'État ait été reconnue, mais on y est arrivé. Vous avez grandi en Yougoslavie, ce qu'on appelait ici de l'autre côté du rideau de fer. Vous vous ramassez en 1990, chef d'une nation qui est naissante. Ça doit donner le vertige existentiellement là, de se réveiller avec autant de responsabilités. De la manière que vous en parlez, c'est soudainement. Là, vous étiez personne politiquement, puis tout d'un coup, vous avez la responsabilité que juste quelques personnes dans l'histoire ont eu. Comment vous viviez ça au jour le jour ou individuellement? Comment est-ce que ça vous a pas monté à la tête? Mais en tout cas, j'aimerais savoir comment vous vous sentiez à ce moment-là. Et en français, nous pourrons peut-être dire que ça a été le sourire de l'histoire. Le sourire de l'histoire. So,
On comprenait bien qu'il y avait une occasion à saisir. Jamais nous n'avions eu les conditions politiques rassemblées pour pouvoir percer en tant que nation avec notre propre État. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était occupé par 3 de nos voisins, l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie. Et de même, 45 ans plus tard, lorsqu'on a déclaré l'indépendance, on a été attaqué par l'armée communiste yougoslave. Et on a dû lutter pour gagner la guerre. Et je pourrais même dire que mon gouvernement a gagné la guerre pour la Slovénie, malgré le fait que dans l'ex-Yougoslavie, les républiques avaient le droit à l'autodétermination, mais Belgrade n'a pas voulu respecter ce droit. Donc, je dirais franchement d'une certaine manière que je me sens béni du fait que j'ai été capable de jouer un rôle dans ce processus. Et ce que mon gouvernement a fait, c'était lié au bien commun. On a proclamé l'indépendance, c'était pour l'ensemble de notre peuple, même ceux qui étaient contre. Et on a ensuite introduit de nombreuses réformes, l'état de droit, l'économie sociale de marché, la démocratie, la reconnaissance internationale. On a gagné cette guerre pour tout le monde. Plus tard, la compréhension du pouvoir a changé, mais je pense que à l'origine, c'était vraiment lié à nos objectifs communs, à nos dénominateurs communs. Et je pense que pendant une période brève, on a été capable d'introduire cela. C'était bref, j'ai été Premier ministre pendant 2 ans, puis vice-premier ministre pendant 2 ans. Et donc les choses ont changé par après parce que les forces politiques de ce qu'on a appelé le printemps slovène n'ont pas été au pouvoir dans la suite. Mais en ces quelques années, on a été capable de diriger notre paquebot dans la bonne direction et il a atterri dans l'Union européenne, dans les Nations Unies. Oui, c'est fantastique d'entendre cette réflexion a posteriori. Vous avez utilisé l'expression on a travaillé ensemble pour le bien commun et c'est ce qui aurait conduit donc à la démocratisation de la Slovénie, à l'inclusion des opposants politiques. Et c'est intéressant de faire référence à ce concept parce que vous avez aussi mentionné l'importance du message chrétien dans la mobilisation de beaucoup de personnes à l'indépendance de la Slovénie. Est-ce qu'il y a un lien entre le bien commun, et vous voyez un lien entre le bien commun et cet héritage chrétien? Parce que certains pourraient dire, non mais la motivation chrétienne pour la politique, ça pousse à gouverner dans le sens de sa religion et à pas forcément inclure les autres. Et pourtant, le message que vous donnez est un petit peu différent. Est-ce que le bien commun conduit... Comment est-ce que la recherche du bien commun peut être liée au message chrétien? J'aime beaucoup cette question, notamment parce que ça me fait penser à cette fête de l'Épiphanie, la fête des rois. On fête Noël en Slovénie. On surnomme la fête des rois la 3e Noël. La 2e Noël, c'est le Nouvel An. Et ces 3 fêtes sont très liées pour nous au concept de pouvoir. Vous savez, ces jours-ci, j'ai lu un livre de la Bible, le livre de l'Exode, dans le premier chapitre. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ce récit, on parle du pharaon d'Égypte, qui n'était pas conscient de l'histoire précédente, celle de Joseph. Et la population hébraïque, des Juifs, grandissait, et le roi d'Égypte s'inquiétait du nombre grandissant d'Hébreux, de Juifs au sein de la population égyptienne. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était la domination. Et beaucoup plus tard, à la naissance de Jésus, il y avait un autre roi, le roi Hérode, qui lui aussi a décidé, comme le pharaon d'Égypte, de tuer les jeunes enfants, les bébés, qui menaçaient leur pouvoir. Et on voit là
En parallèle, le roi d'Égypte et le roi, un roi juif, tous les deux ont voulu combattre, dominer pour asseoir leur pouvoir. Mais Jésus, lui, est arrivé avec un message sur le pouvoir que je dirais, on dirait était très innovateur. Sa conception du pouvoir, c'était une conception de leadership. Et il affirmait ceci, que les personnes qui veulent être dirigeants doivent apprendre à servir. Et sa compréhension du pouvoir, c'était le pouvoir comme service. Et puisque moi, j'ai reçu cette sensibilisation, cette éducation de pouvoir comme service, j'ai été plus sensible à cette dimension menaçante dans le pouvoir comme domination. Je vois la différence avec le pouvoir comme service. Ça a l'air très paradoxal, évidemment. Comment est-ce qu'on peut être le premier diriger et servir en même temps? Mais cette conception du pouvoir, c'est la seule qui puisse conduire à la coexistence, à la coopération, à la compréhension mutuelle. Et je pense que, en fait, Jésus n'est pas moins moderne ou même provocateur qu'il ne l'était il y a 2000 ans. C'est vraiment intéressant parce que vous expliquez comment cette conception-là du pouvoir a influencé votre propre approche politique. Vous parliez en début d'entrevue comment la COVID révèle chez nous la polarisation, peut-être de mauvaises conceptions du bien commun basées plus sur l'économie que sur la santé. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que ce message de l'Évangile peut parler à notre monde qui souffre? Comment est-ce que ce message-là peut s'appliquer dans le contexte particulier qu'on vit aujourd'hui avec la COVID? J'aimerais mentionner à cet égard Robert Schuman, l'homme qui était capable de traduire les enseignements de Jésus en langage politique. Alors, il n'était pas un agent du Vatican, c'était pas un envoyé d'un cardinal ou d'un pape à Bruxelles pour faire quoi que ce soit, bien sûr, mais il était capable de traduire le principe ou l'idée de dignité dans le concept d'égalité. Parce qu'on a tous cette égale dignité, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, qu'on croit en Dieu ou pas. Pour préciser, Robert Schuman était le ministre français des Affaires étrangères dans les années 50 et c'est à lui qu'on doit une déclaration fondatrice qui a lancé le projet européen et qui a donné l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est lui qui a lancé le projet de réconciliation entre la France et l'Allemagne après la guerre et qui a mené à l'Union européenne aujourd'hui. C'est utile pour les auditeurs américains comme moi. Je vous remercie pour cette explication. Alors, Robert Schuman, pour moi, est un tel exemple. Personne ne le considère comme une sorte de militant chrétien. Quand les gens parlent de lui, on ne parle pas beaucoup de sa religion, mais on parle du fait que lui, avec le chancelier allemand Konrad Adenauer et le premier ministre italien De Gasperi, partageaient la même foi, la même confession, les mêmes croyances avant de se lancer ensemble dans la fondation de l'Union européenne. Et ils ont même prié ensemble dans un lieu de retraite chrétienne. Et c'est assez significatif de voir ces commencements spirituels du projet européen. Et ce que Schuman mettait en avant, ce dont il faisait la promotion, c'était ce concept de pouvoir comme service. Et je regrette de dire que cet esprit n'est plus aussi présent qu'il ne l'était auparavant. Et d'ailleurs, je voudrais mentionner une autre chose qu'il a dite, tout comme le président de la Commission européenne, Jacques Delors, nettement plus tard. Ils ont dit que l'Europe, l'Union européenne, doit être attentive à son âme. Il n'y a pas d'Europe sans âme. Et évidemment, je ne veux pas faire de lien avec le christianisme ou la foi. Ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, je le crois. Il ne peut pas y avoir d'Europe s'il n'y a pas d'âme. On ne peut pas se contenter d'économie, de croissance, etc. Il faut plus de choses pour rassembler, rapprocher les gens. Pensez-vous que c'est ce qui arrive en ce moment quand on regarde les économies européennes, en Amérique aussi? C'est quand même surprenant. Moi, j'ai été agréablement surpris
de voir que nos gouvernements sont prêts à sacrifier des objectifs économiques de longue date pour protéger les gens les plus vulnérables de la population. Est-ce que vous voyez aujourd'hui est-ce que vous êtes agréablement surpris de voir comment est-ce que les pays européens ont réagi à la crise ou est-ce que vous êtes déçus parce que vous voyez encore des traces d'une conception mauvaise du pouvoir? Je pense que tous les gouvernements de ce monde sont vraiment remis au défi des mêmes questions avec ce coronavirus. Il y a une sorte de tension entre la santé et l'économie. Et quelque part, quoi que ce soit que le gouvernement fait, c'est mal. Les gens ne sont pas contents. Par exemple, juste un exemple, dans mon pays, on ne peut pas bouger d'une commune à une autre, mais si on compare la Slovénie aux États-Unis, avec notre population, on équivaut à juste une commune. C'est juste une illustration. Mais les gens sont très, très attentifs à ce que j'appellerais l'aspect, la dimension morale de la politique. Ils disent, OK, on est prêt à se sacrifier, il y a un vrai défi, on partage tous, pas de problème. Mais s'ils voient de la corruption, s'ils voient de l'injustice, que les gens puissants sont capables de faire ceci, et pas eux, évidemment, ça conduit à des protestations. I think it's really a challenging time. And on the other side, et de l'autre côté de l'affaire, il y a différentes compréhensions de qu'est-ce qui se passe vraiment, ou comme le comité central du Parti communiste l'aurait dit à l'époque, qui est derrière tout ça? Il y a des gens qui pensent que ce qui se passe, ce n'est pas innocent. Il y a quelque chose derrière, il y a des intérêts. Et on voit dans certains pays, par exemple, au Japon, je pense qu'il n'y a que 30% des gens qui sont intéressés à se faire vacciner parce qu'ils ne croient pas que c'est bon pour eux. Et d'ailleurs, ils ont des expériences historiques assez mauvaises à ce propos. Et dans mon pays, je pense qu'on est à 50 ou 60% de gens qui sont en faveur de la vaccination. Donc c'est un défi vraiment à dimension multiple. En termes politiques, c'est vraiment un défi compliqué. Et je vois en fait autour de moi que les politiciens sont fatigués, sont épuisés. La toute première vague, voilà, il y a eu un haut puis il y a eu un bas. Mais après tout ce temps, il y a quand même des chiffres inquiétants malgré toutes les mesures. Et j'ai jamais vu une situation pareille. C'est intéressant d'entendre qu'à une époque où, en tout cas, moi j'ai beaucoup entendu l'argument selon lequel la morale n'a plus tellement d'importance, que ce qui compte c'est véritablement la liberté et puis la liberté individuelle. Quand on est en situation de crise, ce sont des questions morales qui remontent, et en particulier sur la morale des gens puissants, sur la morale des gens qui sont des décideurs, mais aussi sur la morale de nos concitoyens, c'est-à-dire la conscience citoyenne et la responsabilité qu'on a les uns pour les autres. C'est assez intéressant. On va s'acheminer vers la fin de notre programme et je voudrais terminer sur une note, au sens littéral, une note musicale, parce que Loïsé, vous vous êtes fait remarquer à la fin de votre mandat parlementaire au Parlement européen en 2018 par une vidéo virale qui a circulé par YouTube, qui a été repostée par des grands journaux. On va l'entendre juste maintenant. Chers collègues, ce sont nos dernières décisions pendant cette législature et je voudrais vous remercier pour 5 années d'unité dans la diversité. C'est de notre responsabilité de tenir l'Europe ensemble et d'aider à reconstruire Notre-Dame. Joyeuse Pâques!
C'est génial. Bravo, c'était vraiment génial. So we Alors pour nos spoke about auditeurs qui n'ont pas l'image, c'est Alois Peterle qui jouait de l'harmonica dans l'hémicycle du Parlement européen, c'était à Strasbourg, la dernière session parlementaire. Mais racontez-nous l'histoire de cette initiative et qu'est-ce qui vous a poussé à jouer de l'harmonica comme ça en session parlementaire? Il fut un temps où j'étais membre du présidium de la Convention européenne qui était conduite par... Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de France. Et on a eu une conférence à l'université de Louvain en Belgique. Et à ce moment-là, il y avait 3 premiers ministres, des juristes qui avaient de magnifiques discours. Et moi, j'étais le 4e intervenant. Et moi, je ne suis pas juriste, je suis un géographe, économiste. Il y avait 300 ou 400 étudiants dans l'assistance. Et je leur ai dit, je vois dans cette assistance le futur de l'Europe. C'est vous. Et je voudrais vous dire qu'avoir une bonne constitution européenne, ça ne suffit pas. Il faut avant tout une bonne ambiance. Puis j'ai dit, vous savez, Bill Clinton était président d'un très grand pays, les États-Unis, donc il jouait du saxophone. Moi, je n'étais que Premier ministre d'un petit pays, la Slovénie, donc je joue un petit instrument. Donc j'avais avec moi le plus petit harmonica qui existe, un Hohner. Et j'ai joué l'hymne européen et j'ai eu 3 fois plus d'applaudissements que les illustres premiers ministres qui étaient là et chefs de gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, je croise des gens que je connais pas, qui me disent « Ah, bonjour, monsieur Peterle ». Je dis « Mais je vous connais pas, qui êtes-vous » Et ils me répondent « Ah, j'étais l'un des étudiants qui étaient là dans l'assistance quand vous avez joué l'hymne européen ». Et pour moi, c'est ça, c'est le langage nécessaire. Je ne fais pas ça pour être un showman, mais c'est important d'avoir une bonne ambiance. Et ça fait partie de l'âme de l'Europe. Il nous faut plus de ça, il nous faut de la joie. S'il n'y a pas de joie dans les familles, dans les entreprises ou que ce soit, mais c'est perdu. Voilà, c'était ça mon message. Il nous faut plus de joie en Europe. Et c'est toujours un besoin jusqu'aujourd'hui. C'est ce que vous soulignerez alors qu'il faut veiller sur son âme soi-même et sur son caractère pour porter les causes qu'on porte dans la vie. Il ne suffit pas simplement d'avoir des grandes valeurs et de les prêcher du haut de sa chair, mais il faut les vivre aussi, il faut veiller sur son âme. Je ne savais pas que c'était mon ultime discours au Parlement, mais c'était vraiment le tout dernier, parce que le vice-président qui gérait la séance était très nerveux, parce qu'il y avait plein de gens qui levaient la main pour demander la parole, parce que vous savez, les députés européens, ils aiment bien dire des choses, apparaître, parce que chacun a son propre public, sa propre audience. Mais j'étais vraiment très heureux qu'il était attentif à ma demande, qu'il m'ait donné cette ultime occasion, et c'est vrai, c'est devenu viral cette vidéo, et c'était très bien reçu, y compris au Royaume-Uni, qui était déjà dans le processus de quitter l'Union européenne, en Italie, en France, en Allemagne, même en Argentine. Donc, vous voyez, je me suis fait plein de nouveaux amis, et pas que des harmonicistes, des gens qui jouent de l'harmonica. Peut-être que j'en ferai quelque chose, à voir. Merci. La leçon, c'est que c'est bien de poursuivre une cause dans sa vie, mais c'est important de savoir se faire des amis. Alors, Peterle, merci beaucoup pour ce temps. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous est accordé. C'est un plaisir pour nous de pouvoir entendre un petit morceau de vie et de réflexion de la part d'un géographe devenu Premier ministre, et puis député européen, et puis harmoniciste, joueur d'harmonica. Donc merci pour ce partage. Vous pouvez retrouver plus d'informations à propos de Loïse Peterle sur les médias. Je sais que vous avez une chaîne, un compte Instagram où on vous voit aussi jouer de l'harmonica, j'ai déjà entendu, et d'autres morceaux, et aussi beaucoup d'interviews. Je vous remercie de votre invitation. C'était un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de partager quelques idées, quelques expériences. Plaisir de vous entendre en français. Quand même. It is like a finger pointing away to the moon.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Morito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcast préférés et sur les réseaux sociaux. Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur imagodei.fr.